Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Le stratège médiatique communicationnel de Donald Trump, Steve Bannon, disait « Les démocrates n'ont aucune importance. La véritable opposition, ce sont les médias. Et la meilleure façon de les gérer, c'est de les inonder avec de la merde. » Et je trouvais ça quand même assez fort comme énoncé. J'ai été moi-même impliqué, là, je ne suis pas journaliste. Donc, je vais le dire tout de suite, je suis économiste, je fais de l'animation à la radio et pourtant, donc, j'ai été impliqué bien contre mon gré dans une affaire, on pourrait dire entre guillemets, concernant la véracité de propos qui ont été tenus là, dans un balado plus tôt ce mois-ci par Frédéric Bérard, dans le cadre donc, de ce balado qui est animé par Léa Clermont-Dion et Maïka Sondarji. J'ai donc invité hier là, ceux qui nous écoutent tous les jours, le chroniqueur Simon Jaudoin, à nous partager son analyse de ses propos et les réactions là, auxquelles ça a donné lieu. Puis en soirée, hier soir, j'ai reçu une mise en demeure. Donc là, on demandait le retrait du vidéo sous peine de menaces juridiques, etc. Donc, je voulais mieux comprendre les règles qui encadrent les propos exprimés dans les médias, les menaces qu'on fait peser sur le travail journalistique, la question de la désinformation. Tout ça en 12 minutes avec celui qui vient tout juste de prendre la direction de l'information et de la formation au Conseil de presse du Québec, Philippe Marcoux, que certains d'entre vous connaissent probablement comme le Morning Man dans la région d'Ottawa-Gatineau. Bonjour, Philippe. Bonjour Francis. J'étais à votre place à l'émission de l'après-midi depuis 3 ans à Ottawa-Gatineau. L'après-midi, très bien. Oui, j'ai aussi animé pendant longtemps l'émission du matin, mais vous avez raison. Mais me voilà donc dans un autre poste, effectivement. Dans un nouveau poste depuis quelques semaines, quelques mois à peine, si je comprends bien. Mm-hmm. Oui, c'est tout récent. Ça fait 3 mois là que j'ai pris la direction de l'information et de la formation au Conseil de presse. Donc, je voulais vous entendre un peu justement sur ce fameux conseil de presse qui est en quelque sorte, puis encore une fois, je n'ai pas étudié en journalisme, je ne me considère pas comme un journaliste, mais que je vois, moi, comme simple kidam, peut-être, comme la police des journalistes. Puis je voulais un peu vous entendre. Est-ce que c'est ça, le conseil de presse en 2024? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Le conseil de presse en 2024, c'est un organisme d'abord créé par les médias. Alors, ce serait difficile qu'on soit la police des médias, là, parce que c'est rare que les gens se créent une police à eux-mêmes. Mm-hmm. On est une création des médias financée par les membres des médias qui veulent qu'il y ait un organisme qui soit là pour s'assurer de la qualité du journalisme qui est fait au Québec. Alors, bien entendu, il y a un processus de plainte là, mais le processus de plainte n'est pas là pour imposer des pénalités aux journalistes. On est un arbitre, c'est vrai, un peu comme au hockey. Il y a un arbitre sur la glace qui pointe du doigt les joueurs, les journalistes dans notre cas, qui ne respectent pas les règles. Mais on est là pour aider les gens à faire confiance à ce journalisme-là, parce que vous faites plus confiance aux résultats de la partie de hockey parce qu'il y a un arbitre sur la glace. Le but, encore une fois, c'est d'identifier les manquements au guide journalistique du Conseil de presse, mais c'est surtout de permettre à tout le monde de bien comprendre quelles sont les règles et comment on peut améliorer nos pratiques dans l'avenir pour éviter justement qu'il y ait des manquements aux règles. Alors, dans ce sens-là, on n'est pas la police parce que le but, encore une fois, c'est pas de punir, là. C'est de faire bien comprendre les règles par tout le monde. Je comprends. Et donc, je le disais en introduction, je ne m'identifie pas à cette étiquette de journaliste. Je travaille pour un média d'information, je pratique un métier qui ressemble, mais je ne suis pas membre de la fédération. Encore une fois, j'ai d'autres activités, je fais d'autres choses dans la vie. Qui est soumis, en fait, à cette autorité là, qui n'est pas coercitive, là, mais c'est de qui on parle quand on parle de journalistes au Québec en 2024, Philippe Marcoux? On parle de journalistes. La meilleure réponse que je peux vous donner, c'est de vous lire l'extrait de notre guide de déontologie qui définit journaliste là. C'est parce que encore une fois, c'est pas c'est au cas par cas.
vous n'avez pas besoin de vous considérer comme un journaliste, que ce soit votre principale occupation pour être un journaliste. Alors, on définit journaliste comme toute personne qui, exerçant des fonctions journalistiques et ayant pour objectif de servir le public, recherche, collecte, vérifie, traite, commente ou diffuse de l'information destinée à un large public sur des questions d'intérêt général. C'est quand même assez vaste, là. Et ça s'applique donc à, probablement vous. Et là, je dis probablement parce que faut faire attention, s'il y avait plainte contre, par exemple, quelque chose Gosselin, que vous aviez dit en ondes, là, Francis Gosselin, la première étape qui serait suivie au conseil de presse, c'est une étape qu'on appelle de recevabilité. On doit se poser la question, est-ce qu'il y a, dans un premier temps, contravention à une des normes du guide de déontologie? Et est-ce que cette contravention-là a été faite par quelqu'un qui correspond à notre définition de journaliste? C'est au cas par cas, on évaluerait la question, mais c'est très possible qu'on décide que vous êtes un journaliste parce que vous commettez un acte de journalisme, si vous voulez. Coupable. Mais Voilà, effectivement, exactement. je veux dire, on est sur le FM, je veux dire, ça appartient à Québécois. Je veux dire, il y a quand même des indications. Oui. Mais je vous pose la question parce que je le disais en introduction, mon questionnement provient donc d'un balado. 3 intellectuels débattent je sais pas, des croyances d'un homme politique et bon, je connais pas votre définition par cœur, mais professent des opinions envers un large public avec des faits et tout, et des faits vérifiés ou non, justement, mais donc, je veux pas revenir sur ce dossier-là tant que il y a des gamins qui font des balados dans leur sous-sol, des youtubeurs, il y en a plein de gens là, qui font, je veux pas revenir sur la définition, mais qui font plus ou moins ça. Où est-ce qu'on, à un moment donné, sur la recevabilité, comme vous l'exprimez, où est-ce qu'on tire la ligne, là? Je veux dire, est-ce que n'importe qui sur quelconque tribune exprime un quelconque opinion puis qui a 500 vues, c'est du journalisme? Je pensais que c'était plus exigeant que ça. Bon, d'abord, le guide fait une nuance entre le journalisme factuel et puis le journalisme d'opinion. Mais les deux sortes de journalisme sont soumis aux normes du guide de déontologie. C'est simplement que en matière de, évidemment, d'équilibre, on peut pas demander ça aux journalistes qui font de l'opinion, là. Par définition, ils ne seront pas équilibrés. Bon, mais dans ce sens-là, mais à part ça, toutes les règles s'appliquent même aux journalistes d'opinion. Là, il faut évidemment définir où ça s'est fait, dans quel cadre. Et vous posez une question pour laquelle j'ai pas de réponse parce qu'il y a effectivement de plus en plus d'actes qui pourraient être considérés comme des actes de journalisme, mais qui se font un peu partout. Je dis ça à la blague, là, mais c'est vrai que quelqu'un qui écrit sur une infolette sur Substack, quelqu'un qui, vous le disiez, est un YouTuber qui transmet de l'information. Est-ce que c'est du journalisme? La question n'a pas encore été posée dans plusieurs de ces cas-là. Alors, on se retrouve... Mais la chose que je peux vous dire, c'est que le Conseil prendrait ça très au sérieux, dans le sens où on évaluerait cette situation-là. Elle serait pas rejetée du revers de la main en disant, ben non, voyons donc, ça vient pas d'un média reconnu, alors donc ça ne s'applique pas. Donc, c'est pas là qu'on est. Donc, il y aurait analyse, là, certainement. Ouais, absolument. Parlons un peu de désinformation, parce que là, effectivement, il y a un peu du lançage de bouettes là, des deux côtés, ou en fait, de tous les côtés de l'allée. Je ne sais plus combien de côtés il y a, Philippe, mais bon, c'est un problème qu'on dit croissant, puis j'aurais tendance à le croire. Encore une fois, faut-il savoir qu'est-ce que la désinformation, mais encore, je voulais un peu vous demander, en tant qu'organisme qui veille à la qualité du journalisme, est-ce que vous êtes suffisamment bien équipé pour faire face à ça? Est-ce que vous considérez que les moyens que vous déployez sont suffisants? J'aimerais un peu vous entendre parce qu'on a parfois le sentiment que c'est un raz-de-marée, la désinformation. Puis je citais Steve Bannon, c'est même une stratégie politique aujourd'hui, la désinformation. On va les inonder de merde, là, comme je le citais, jusqu'à ce qu'on ne sache plus départager le vrai du faux. Comment le Conseil de presse lutte, ou en fait, comment le Conseil de presse s'arme pour faire face à ça?
Là, vous allez trouver ça comique, mais le conseil de presse s'est armé de façon assez exceptionnelle cette année. C'est une nouveauté, c'est moi. Excusez-moi. C'est- OK. Non, mais je blague, mais on a créé ce poste-là, le poste que j'occupe. Je suis le premier à l'occuper, donc c'est tout récent pour justement se battre, en fait, en faisant de la prévention. Euh, c'est difficile de se battre contre la désinformation pure, là, dans le sens où c'est pas notre rôle, parce que je dirais, je pense pas me tromper en disant que la vaste majorité, si ce n'est tous les journalistes au Québec, tentent de ne pas faire de désinformation, là. Alors, on n'aura pas de plainte contre un geste de désinformation clair. Mais s'il y en avait un, ça pourrait passer devant nous. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. Ce qu'on veut faire, c'est contrer la désinformation en justement faisant la promotion de l'information de qualité. Parce que, bon, je suis pas le premier à le dire, là, c'est probablement le premier outil là, contre un mensonge, c'est la vérité. Alors, on essaye de faire la promotion de cette information-là auprès du grand public. C'est la première partie de mon rôle, là, le directeur de l'information. Je veux informer le grand public sur les normes qui existent et sur la façon de faire du journalisme de qualité. Et puis ensuite, la formation, c'est la formation des journalistes. Tous les journalistes au Québec qui veulent qu'on aille parler déontologie avec eux, c'est un grand mot, déontologie, là, mais les normes, les règles, tout ça. Qu'on aille parler avec eux pour les sensibiliser justement à toutes ces questions-là qui ressortent de notre guide. C'est pas que les journalistes veulent pas respecter les normes, c'est que souvent, on les oublie parce que il y a beaucoup de pression dans le métier. Hein, c'est pas à vous que je vais raconter ça. Non. Je termine peut-être en vous demandant, encore une fois, je crois pas que ce soit du ressort du conseil de presse, mais j'imagine que ça fait partie de vos réflexions. Le journalisme lui-même est sous attaque, hein, puis je parlais de menaces de poursuite aux États-Unis. Monsieur Trump là, a poursuivi ABC, CBS, le Des Moines Register, souvent au civil, hein, fait que c'est difficile parce qu'au civil, il n'y a pas la protection du premier amendement, au sens, je veux dire, il l'a, mais c'est au plus fort la poche, on pourrait dire. Il y a même un terme, là, le SLAP, là, Strategic Lawsuits Against Public Participation. On dit poursuite bâillon, hein, au Québec, je pense. Craignez-vous que ce phénomène-là se popularise au Québec puis qu'éventuellement les détenteurs, soit de l'appareil juridique ou des moyens financiers, finissent par un peu faire taire le journalisme, que la vérité importe ou non? Là. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la cour du conseil de presse ou auquel vous portez une attention particulière? Évidemment que ça nous intéresse parce que, ça pourrait être une limite importante à la liberté de presse et une partie du mandat du conseil de presse, c'est de faire la promotion de la liberté de presse. Mais on tente d'avoir le moins de liens possible avec les tribunaux. Et là, je m'explique, c'est simplement que on ne répond pas, nous, à la même question. Et là, je reviens à ce que je vous disais en début d'entrevue. On n'est pas là pour pénaliser les journalistes, on est là pour identifier des manquements pour éviter qu'ils se reproduisent dans l'avenir. Alors, la question à laquelle nous, on répond, c'est est-ce que vous avez suivi les meilleures pratiques en termes de journalisme? La question à laquelle les tribunaux vont répondre est tout autre. Et donc, dès qu'une question est judiciarisée, par exemple, vous parliez là, des menaces de poursuite contre vous, s'il y avait eu parallèlement à ça une plainte au conseil de presse qui aurait été possible aussi, nous, on prendrait du recul par rapport à ça. Là. On laisserait les tribunaux faire leur travail parce que on répond pas à la même question et on n'est pas dans le même jeu que les tribunaux. Mais évidemment que c'est préoccupant cette idée de slap, là, de poursuite bâillon contre les médias, même contre les médias qui ont les moyens de se défendre, parce que à un moment donné, on va décider que vous savez, ça vaut peut-être pas la peine de publier une histoire contre le gouvernement si on va se faire poursuivre à chaque fois. C'est extrêmement préoccupant pour la liberté de presse, clairement. Philippe Marcoux, j'ai bien aimé cet acte de journalisme qu'on a pratiqué ensemble à refaire peut-être dans la nouvelle année. Je rappelle que vous êtes nouvellement, depuis 3 mois, le directeur de l'information et de la formation au Conseil de presse du Québec. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Francis. Plaisir.